Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Eh bien, je vous le donne en mille. Le condensateur électrolytique. On en a deux. Bidouilleuses, bidouilleurs, salut! Aujourd'hui, le sujet de ma présentation, le bloc d'alimentation d'établi. Il y a deux grandes classes de blocs d'alimentation pour les établis, donc laboratoire. Il y a les blocs à tension fixe et les blocs à tension variable. Les deux ont des fonctions totalement différentes. Le bloc fixe va servir habituellement à alimenter des circuits logiques, que ce soit microprocesseurs ou portes logiques. Les blocs d'alimentation variable vont nous donner plus de flexibilité pour expérimenter avec des circuits habituellement analogiques. Les deux sont complémentaires et je considère qu'ils sont nécessaires dans une station. Alors, on va regarder les blocs d'alimentation un à la fois, en commençant par le bloc d'alimentation à sortie fixe. Un bloc d'alimentation linéaire et non pas par commutation, typique, ressemble à ceci. Vous avez à gauche l'entrée, donc le côté primaire du transformateur. Ça, c'est la transformation. Il y a bien sûr un fusible et un commutateur. Du côté secondaire du transformateur, il y a la rectification, donc 4 diodes montées en pont qui rectifient la tension CA pour l'amener en tension CC, courant continu. La troisième étape, c'est la filtration, qui est composée ici de deux condensateurs, un polarisé et l'autre pas polarisé. Et finalement, la dernière étape, c'est la régulation. Donc, il y a un régulateur. Il pourrait être fixe ou il pourrait être variable. Ça ne changerait rien au schéma de base du bloc d'alimentation. Finalement, il peut y avoir un peu de filtration à la fin et même un voyant, dans ce cas-ci, une diode électroluminescente rouge. Ça, c'est le bloc diagramme typique d'un bloc d'alimentation linéaire et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, voici un exemple de bloc d'alimentation à sortie fixe. Dans ce cas-ci, on a évidemment une borne de masse, donc pour le retour du courant. On aura trois sorties, une sortie plus 5 volts DC, une sortie plus 12 volts DC et une sortie moins 12 volts DC. Alors, l'évidence, c'est la sortie plus 5 volts DC qui est importante pour des circuits logiques de type TTL. Donc, la plupart des microcontrôleurs de petit format aujourd'hui peuvent utiliser le plus 5. Et donc, cette sortie est, je dirais, le minimum requis pour pouvoir expérimenter dans les circuits logiques. De plus en plus, la tension 3.3 volts est aussi désirée. Donc, si c'est facilement possible d'en obtenir un bloc d'alimentation avec une sortie 3.3, eh bien, c'est un plus. Pourquoi les sorties plus moins 12? Dans ce cas-ci, c'est un bloc d'alimentation qui permet de faire autant des circuits logiques que des circuits analogiques. Des amplis opérationnels peuvent, pour la plupart, bien fonctionner avec une tension différentielle de plus 12 et moins 12. Donc, ça me permettait, ce bloc d'alimentation, de pouvoir tester des circuits combinés numériques et analogiques. Donc, des circuits numériques avec un microprocesseur qui générait des tonalités et ces tonalités étaient filtrées et passées des amplis dans des amplis opérationnels. Donc, l'importance d'avoir un seul bloc d'alimentation, dans mon cas, qui m'offrait les trois. Alors, c'est optionnel d'avoir des sorties plus 12, moins 12 en même temps, mais c'est quand même désirable. Alors, ce bloc d'alimentation-ci, c'est moi qui l'ai construit à partir d'un bloc d'alimentation 13.8 volts qui n'était pas régularisé. Et donc, je trouvais ça absolument affreux comme construction à l'interne et j'ai décidé de le démonter et d'en faire un bloc d'alimentation à 3 sorties fixes. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, on va l'ouvrir, on va regarder dedans. J'ai fait ça il y a 25 ans et je suis vraiment curieux de savoir comment ça a été fait, quelle était la qualité de mon travail il y a 25 ans. Je me rappelle plus du tout comment c'est monté à l'intérieur. Alors on regarde ça tantôt. En passant, ce bloc d'alimentation,
il a un fusible à l'arrière pour l'entrée primaire. Par contre, les sorties ne sont pas protégées individuellement, mais ce sont des régulateurs de tension linéaires du type 78-05, 78-12 et 79-12. Donc, ils ont déjà une limite d'environ 1 ampère. Et s'ils surchauffent, les régulateurs vont tomber en mode de veille, donc vont s'éteindre jusqu'à ce que la température de la pièce descende. Alors voilà. Maintenant que je vous ai dit que j'avais monté ce petit bloc d'alimentation, des sorties de 1 ampère, il y a une alternative à ça. Et c'est d'utiliser bloc d'alimentation d'ordinateur. Vous avez sûrement dû voir ce genre de bloc d'alimentation. Alors, c'est bien parce que ça ne coûte à peu près rien. Il y a plus de puissance qu'on en a besoin. Par contre, ceci est un petit bloc d'alimentation d'ordi et il a une spécification de 250 watts. Donc, très utile, à peu près à coût zéro, si vous ouvrez les anciens ordi pour les récupérer. Celui-ci a plusieurs sorties intéressantes. Il a une sortie plus 3.3 volts, donc c'est un plus, à 14 ampères cependant. Beaucoup de puissance. Une sortie plus 5 volts à 20 ampères. Énormément de puissance. Une sortie plus 12 à 5 ampères et une sortie moins 12 à 0,5 ampères. Il a aussi une sortie moins 5 volts à 0,5 ampères. Celle-ci, on pourrait toujours dire, bon, bien, on va alimenter nos amplis opérationnels avec du plus 5 et moins 5. C'est possible de le faire plutôt qu'avec du plus 12 et moins 12. Alors, on a plusieurs sorties intéressantes. Elles s'allument toutes en même temps, ou à peu près. La régularisation des tensions, par contre, peut être un peu laissée à elle-même. Je m'explique. Souvent, la tension plus 12 va être dérivée de la tension plus 5. Et donc, si l'alimentation est bien régularisée sur le plus 5, eh bien, c'est cette même régularisation qui va servir à réguler le plus 12. Et donc, la régularisation du plus 12 pourrait varier un peu. Celle du plus 5 va être solide, mais les autres pourraient être dérivées et donc varier en fonction du plus 5. Donc, ce n'est pas nécessairement des régularisations indépendantes pour toutes les sorties. Mais à toute fin pratique, pour l'usage qu'on en ferait à petit courant, sur des circuits de microprocesseurs, microcontrôleurs, ça ne pose pas vraiment de problème. Il y a aussi une chose qu'il faut se rappeler, lorsqu'on allume un bloc d'alimentation comme ceci et qui n'est pas branché à une carte mère, le bloc ne va pas s'allumer. Il y a 2 signaux qui doivent être court-circuités, donc je crois que ça doit être mis à la masse. Et dans ce cas-ci, on nous dit que c'est le fil vert qui est pour allumer, et il doit être mis au fil gris, connecté au fil gris, et le bloc d'alimentation va s'allumer à ce moment-là. C'est un bloc d'alimentation qui va générer un certain bruit, car il y a un ventilateur, mais habituellement, les ventilateurs des blocs d'alimentation sont raisonnablement silencieux. Alors, c'est une bonne alternative. Cependant, je vous mets en garde, il y a tellement de courants de disponibles, 20 ampères, 15 ampères, 5 ampères, que je vous recommanderais absolument de mettre des fusibles sur les sorties, indépendamment. Des fusibles à action rapide, genre maximum peut-être 500 mA, parce qu'il y a énormément de puissance. Si vous faites un court-circuit sur votre plaquette prototype, et c'est souvent ce qui peut arriver quand on fait des essais, vous pourriez avoir des dommages sérieux avec 20-25 ampères de courant qui pourrait passer soudainement. Donc, attention, je vous conseille fortement de limiter le courant, soit à l'aide d'une résistance de puissance en série, avec ces sorties-là, soit à l'aide de fusibles placés sur ces signaux. Donc, il faut modifier légèrement le bloc d'alimentation ou à tout le moins vous assurer que vous avez mis des fusibles en série avec les sorties les plus puissantes. Sinon, on a de quoi faire des feux d'artifice avec un bloc d'alimentation comme ça, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec le petit bloc ici. D'accord? Alors voilà, à la fin de la vidéo, j'ouvre le boîtier. En attendant, on va aller voir les blocs d'alimentation variables. J'oubliais de vous mentionner sur les blocs fixes d'ordinateur. Certains blocs d'alimentation d'ordinateur nécessitent un courant minimum pour pouvoir maintenir une bonne régularisation.
Alors, soyez conscient que vous pourriez devoir ajouter une résistance de puissance pour faire passer un courant minimum sur le 5 volts. Sinon, le bloc d'alimentation pourrait avoir une tension qui varie énormément et ça pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur les circuits que vous utilisez. Donc, vérifiez que la tension est bien stable lorsqu'il n'y a pas de circuit connecté sur le bloc d'alimentation. Sinon, rajoutez une charge fictive, donc une résistance de puissance quelconque, pour au moins garantir un certain courant. Nous voici en présence d'un bloc d'alimentation variable. Alors, ce bloc d'alimentation a une particularité, c'est qu'il a un contrôle de courant en plus d'un contrôle de tension. On y revient. Un bloc d'alimentation variable, on peut s'en attendre, aura un circuit avec un bouton qui nous permet de varier la tension de sortie. Ce bloc-ci va de 0 à 20 volts. C'est peut-être pas visible sur votre écran. Voilà. Vous allez sûrement voir un peu mieux comme ça. Alors, on est gradué ici de 0 à 20 volts. Et on a aussi un mouvement qui nous indique de 0 à 3 ampères dans ce cas-ci. Alors, c'est un bloc d'alimentation variable, tension et courant. Et vous aurez donc deviné que sa gamme de travail est de 0 à 20 volts, 0 à 3 ampères. Et il y a deux échelles. On peut aussi le limiter à 0 à 1,5 ampères en actionnant la version low, ici, ou la position low, et la position high. Bon, ce bloc d'alimentation a une autre particularité. Lorsqu'on a un ajustement de courant, on a un bloc d'alimentation qui fonctionne en deux modes. Mode tension continue ou en mode courant continu. La différence entre les deux, c'est que le bloc d'alimentation, lorsqu'on est en mode tension continue, va maintenir la tension. Par exemple, si je la mets à 10 volts, la tension va être maintenue à 10 volts, peu importe le courant qui circule dans le bloc d'alimentation. Jusqu'à sa limite, bien sûr. Et le mode courant continu, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que la tension va être variée pour maintenir un courant constant. Alors, dépendamment de la charge mise sur le bloc d'alimentation, le bloc d'alimentation va maintenir un courant constant et va faire varier sa tension pour atteindre le but, soit de maintenir le courant constant. Ce bloc d'alimentation passe d'un mode à l'autre, je devrais dire. Ce bloc d'alimentation passe d'un mode tension continue à un mode courant continu automatiquement, en fonction du courant maximum qu'on aura ajusté ici. Alors, ce que je vais faire, présentement, le bloc d'alimentation n'a aucune charge de connecter. Je vais brancher une charge dessus et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe avec le passage du mode en tension continue à courant continu. Alors voilà, j'ai connecté une résistance de puissance de 1 ohm, 50 watts ici, sur le bloc d'alimentation, en passant à la sortie du bloc qui est à l'arrière ici. Vous voyez l'effet rouge, ça c'est la sortie du bloc. Alors, avec 1 ohm de charge, on peut s'attendre à ce que 3 volts générerait 3 ampères, qui est le maximum du bloc d'alimentation. Donc, je me suis mis en mode bas courant, et dans ce cas-ci, on n'aura qu'à monter jusqu'à 1,5 volts pour atteindre le courant de 1,5 ampères, ce qui est à peu près le maximum du bloc d'alimentation. Alors, on le laissait, je monte la tension ici, on est à 0 présentement, et en effet, vous verrez que très rapidement, le courant monte et atteint le 1,5 ampères que le bloc d'alimentation peut générer. On a atteint ici, en effet, une tension très faible pour générer le courant nécessaire. Alors, je ne crois pas que la résistance va chauffer pour la peine, puisque c'est une grosse résistance, très grande. Elle a une grande surface pour dissiper l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour, maintenant, causer une limitation de courant? On est toujours en mode de tension constante. Vous voyez, il y a une diode verte ici allumée. Qu'est-ce qu'on fait pour passer en diode rouge? On peut, par exemple, limiter le courant. Si on limite le courant, là, on dit au bloc d'alimentation, tiens, je ne veux pas que tu sortes à pleine puissance, limite-toi à, par exemple, 0,5 ampères, ici. Alors là, même si je monte la tension plus haut, il ne se passe absolument rien. La tension est maintenue au niveau minimum
c'est-à-dire la tension nécessaire pour passer un courant de 0,5 A dans la résistance. Donc, on est en mode de courant continu. Même si on varie la tension ne variera pas sur le bloc d'alimentation parce qu'on lui demande de maintenir le courant constant. Alors, si on réaugmente le courant, éventuellement, on va retomber en mode de tension constante, où là, on reprend le contrôle de la tension, tout simplement. On peut l'abaisser, et forcément, lorsqu'on varie la tension, le courant varie. Si on abaisse le courant, on lui dit « Oh, attention, ne passe pas tout le courant que tu pourrais passer, limite-toi, par exemple, à 0,5 A. » Eh bien là, même si on monte la tension, on maintient en mode courant continu, 0,5 A. Si on abaisse la tension suffisamment, on sort du mode courant continu et on retourne en mode tension continue. Si je réaugmente la tension, il vient un point où on atteint la limite de courant qu'on a fixée ici et la tension ne monte plus. On est limité en courant au courant qu'on a ajusté. Alors, c'est comme ça que le bloc d'alimentation fait son passage du mode tension continue à mode courant continu. Quelques petits conseils. Je vous conseille fortement de vous procurer un bloc d'alimentation qui a une mesure séparée de tension et de courant. Il existe des blocs qui ont un commutateur qui permet, avec un seul mouvement ou un seul affichage, de mesurer les deux. Mais je considère que c'est très utile de pouvoir vérifier autant le courant que la tension sans avoir à constamment commuter de l'un à l'autre. Donc, très intéressant d'avoir deux mouvements ou en tout cas deux affichages si c'est des affichages numériques séparés. Une autre caractéristique intéressante, c'est la gamme de tension et de courant que vous pouvez supporter avec un bloc d'alimentation. Celui-ci fait 0 à 20 volts, 0 à 3 ampères, et je conseille au minimum ce genre de bloc, 0 à 20, 0 à 2, 0 à 3 ampères, quelque chose de la sorte. Ça va vous donner assez de possibilités de faire toutes sortes de choses. Moins de courant, malheureusement, vous allez être un peu limité. L'autre chose, vous pouvez trouver plus gros et toujours limiter votre courant si vous sentez qu'il y a des risques de court-circuit. Ce n'est pas vraiment un problème. On peut toujours mettre une limite au courant pour s'assurer qu'on ne débitera pas un courant trop gros et endommager le circuit dans lequel on travaille. C'est l'avantage d'un bloc d'alimentation qui a un courant ajustable dessus. Tandis qu'un bloc d'alimentation tension variable mais aucun contrôle sur le courant, eh bien, le bloc d'alimentation va fournir tout le courant qu'il peut fournir en fonction de la charge. C'est un projet que vous pourriez monter si vous fabriquez un bloc d'alimentation à tension variable, sans contrôle de courant. Ça pourrait très bien se faire avec un régulateur de tension du type LM317 pour une tension positive et LM337 pour une tension négative. C'est quelque chose de possible à faire. C'est un beau petit projet. Donc, même chose pour les blocs fixes. C'est un beau petit projet à monter. La plupart de ces blocs d'alimentation ont toujours un fusible et ils sont toujours certifiés, donc normalisés par les groupes habituels, c'est-à-dire CE et UL et CSA. Donc, recherchez ce genre d'approbation. Les blocs d'alimentation ont souvent un coût exorbitant. Surveillez pour des blocs usagés. Courez les marchés aux puces d'électronique. Vous allez trouver des blocs d'alimentation comme celui-ci que j'ai payé 10 $, croyez-le ou non, pourrait se vendre facilement une centaine de dollars sur eBay ou d'autres forums de vente et d'achat. Mais cherchez les puces, cherchez même sur eBay si vous êtes un amateur de eBay, mais limitez-vous dans le prix. Il y a des vendeurs qui demandent un prix absolument exorbitant pour des blocs d'alimentation qui n'en valent pas le coup. Donc, c'est ma recommandation. Alors, je vous ai dit que j'allais ouvrir le bloc d'alimentation pour voir comment je l'avais construit il y a 25 ans. J'ai l'impression qu'on va s'amuser. Alors, je m'exécute. Bof. On peut pas dire que c'est très très beau à l'intérieur. Non, on peut pas dire que c'est très très beau. Il y a d'ailleurs beaucoup de poussière qui a pénétré. Alors,
Je vois que j'ai travaillé fort à stabiliser ce bloc d'alimentation-là. Alors, on a le transformateur, le pont diode juste ici, et les 3 régulateurs de tension sont au fond, juste ici, 1, 2 et 3. Les régulateurs positifs sont riftés directement au fond du boîtier. Et le régulateur de tension négatif, lui, il a un mica, donc il est isolé du boîtier, puisque c'est un régulateur de tension négatif. Je vois que j'ai mis 2 condensateurs ici, électrolytiques. Je ne vois pas la valeur. Mais ça ne semble pas très élevé. Voilà. C'est 2200 microfarad, 35 volts. Donc la tension me semble acceptable. Ce sont des condensateurs qui ont 25 ans. Alors j'aurais peut-être intérêt à mesurer le niveau de bruit sur le bloc d'alimentation. Je serais peut-être déçu et je trouverais peut-être que je devrais remplacer. Ici, ça paraît pire que c'est, entre autres parce qu'il y a de la poussière dans l'appareil, puisque le boîtier a un grillage. Depuis 25 ans, la poussière a pénétré. Je vois que sur les bornes, ici, j'ai rajouté des condensateurs au tantal sur les sorties. Et je vois que ça a été bidouillé par la suite, d'après moi. J'avais peut-être une oscillation ou quelque chose du genre. Et j'ai dû rajouter de la filtration additionnelle directement aux bornes du bloc d'alimentation. C'est mon impression. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas très propre, ce n'est pas très bien monté, mais ça fonctionne. Peut-être j'aurais pas dû l'ouvrir et vous le montrer. J'en ai presque honte, pour être bien honnête. Aujourd'hui, je pense que je ferais beaucoup mieux que ça. Juste question de fierté, je pense. Mais voilà, ça fonctionne et il n'y a pas de court-circuit possible. Et ça, comme je vous dis, ça fait 25 ans qu'il fonctionne. Donc, il faut croire que j'ai fait un travail acceptable. Alors voilà, c'est ce que j'avais à faire du côté des blocs d'alimentation. Et je vous dis à la prochaine. Merci!